88.4 sur les ondes de Radio Galère, 88.4 évidemment, Economicus d'Economicus, vous en avez l'habitude avec nos d'économistes, et notamment Fabrice Aubert, sur un volet extrêmement accrocheur et d'actualité qui concerne l'abstention. Et oui, l'abstention, on le rappelle ces derniers temps, était un thème, j'ai envie de dire, qui faisait mal, notamment aux dernières élections, même aux municipales. Alors Covid oblige, certains diront que c'était le Covid qui avait favorisé l'abstention, mais il est de plus en plus présent. Il y a aussi des risques à venir pour les élections présidentielles dans 2 mois et demi. On en parlera également avec les militants de l'Union populaire tout à l'heure qui viendront à France Insoumise pour nous parler des législatives. C'est l'Union populaire, mais c'est la France Insoumise. Ouais, c'est bien l'Union populaire. C'est l'Union populaire. Ouais, c'est bien leur parce qu'il y a la France Insoumise. On va voir. En fait, on rappelle que la France Insoumise, à l'intérieur, ce n'est pas un parti, on aura l'occasion de l'évoquer, c'est vraiment très spécifique et c'est surtout ouvert et très large, très démocratique aux citoyens. Voilà. Fabrice, je t'en prie, tu peux démarrer avec évidemment ce thème, l'abstention et notamment une trame intéressante, politique, constitution, abstention. Oui, alors d'abord toute ma solidarité à Christian aussi. Hein. Richard. Richard. Je t'en prie. Mais tu peux l'évoquer à Christian aussi. Je peux l'évoquer. Voilà. Absolument. Merci. Non, tu vois, c'est le trouble parce que depuis hier que je suis au courant, ça me perturbe. Et tu as été très sensible à ça, donc on le salue et merci pour lui en tout cas. Et on sait que ça va aller. Voilà. On va être optimiste. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Dany parce que finalement il y a un lien. Il a terminé par une expression qui est fondamentale, qui est la lutte de classe. Et bien l'abstention, quelque part, c'est aussi une certaine forme d'expression de la lutte de classe et qu'il faut peut-être analyser comme telle. Alors d'ailleurs, mon titre s'intitule Politique, Constitution, Abstention, la dialectique de la démocratie. Parce que si tu veux, j'aurais pu prendre l'abstention de manière classique, comme le prendraient des économistes libéraux. C'est-à-dire on prend les statistiques actuelles et on analyse l'abstention. Mais ça, c'est comme on te colle le visage contre la vitre et en fait tu vois rien. Exactement. Et donc si tu regardes pas l'abstention par rapport à l'histoire de pourquoi ça vient, eh ben, la première des choses, c'est que l'abstention, c'est une expression politique. Mais qu'est-ce que c'est que la politique? Et c'est de là dont il faut partir. Parce que la politique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a pas tout le temps existé. Hein. La politique, dans son sens le plus large, c'est celui de civilité ou politikos, désigne ce qui est relatif à l'organisation ou autogestion d'une cité, cité au sens grec du terme, qui donne la citoyenneté, l'agora, et de fait, quand on dit citoyenneté, c'est la souveraineté du peuple pour pouvoir s'exprimer et gouverner la cité. Donc, au-delà, il s'agit évidemment, au-delà de la cité, d'organiser la société, c'est-à-dire le vivre en commun. L'exercice du pouvoir dans une société organisée. Voilà. Exactement. Et alors, c'est la société organisée, c'est le vivre en commun et pas le vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, ça veut dire vivre côte à côte, comme des fourmis ou des abeilles. Nous, on est des humains. Vivre en commun, c'est mettre en commun les richesses que l'on a, comme le faisaient les tribus d'antan. Hein. Ouais, il faut rappeler, les tribus d'antan faisaient ça. C'était pas là. On parle beaucoup du troc, mais au début, c'était le partage. On est bien d'accord. Ah, c'est tout ce qui était ramassé, cueilli, chassé, pêché. Il n'y en avait pas un qui en avait plus que l'autre. C'était partagé. Voilà, c'était pas équitable, c'était égal. Et il n'y avait pas besoin du fait, si tu veux, de l'environnement de l'époque, on va y revenir, mais il n'y a pas besoin de règles écrites. Parce que, si tu veux, justement, la politique, au fur et à mesure du développement des sociétés, de l'agglomération des populations, comme c'est devenu de plus en plus complexe, tant en termes d'agglomérat de population que de systèmes techniques, de nécessité de mettre en commun, eh ben, il a fallu passer par des règles écrites. Alors, je vais très vite parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais à l'époque de l'ère des tribus, hein, et alors, la politique sont fondamentales parce qu'il faut le dire. En général, la politique d'une communauté, d'une société, d'un groupe social, au sens de politéa, tu vois, c'est toujours la racine grecque, hein, comme agora, démocratie, etc., se conforme à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure et son fonctionnement méthodique, théorique et pratique. Donc c'est par la constitution que les hommes en démocratie peuvent permettre d'exercer leur pouvoir de souverain, c'est-à-dire
d'organisateur suprême de la ville, de la cité et de fait de la société. La Constitution, c'est la loi. C'est la loi suprême. La loi suprême. C'est celle qui te permet La loi hiérarchique. d'organiser les pouvoirs et qui te reconnaît les droits en tant qu'individu. Alors, on comprend bien qu'à l'ère des tribus où les outils étaient rudimentaires, les tribus étaient peu nombreuses, il n'y avait pas et on ne connaissait pas l'écriture. Donc, il ne pouvait pas y avoir de règles écrites. Et tout se partageait, y compris, je le redis, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, les enfants n'étaient pas les enfants d'un couple, c'était les enfants de la tribu. Ah, ça, Et donc, c'est intéressant. Et donc, oui, c'était du communisme. On a le support, d'ailleurs j'invite auditeurs, auditrices, peut-être Fabrice que tu le partageras Oui. sur ton Facebook, ce PDF, là Christian et moi, on l'a en support, hein, Christian sur ta gauche. Très très brillant support. Ouais, sur ta gauche, tu peux le voir sur l'ordinateur évidemment. L'ère des tribus, les villages sédentaires, les premières villes, la ville industrielle, il y a toute une évolution et c'est extrêmement parlant et parfois on oublie. Alors c'est vrai quand on fait un petit peu de philosophie ou alors à l'école, on nous apprend évidemment la cité, en grec polis, on nous apprend civitas, le latin, enfin tout ça, mais on oublie un petit peu la genèse et c'est quand même très important de le rappeler. Oui, Fabrice. alors, tu as d'autant plus raison que si tu as utilisé l'expression juste, on oublie. On est tous des poissons rouges. Et d'ailleurs, les économistes libéraux qui ne voient que par le marché, c'est-à-dire le court terme, nous conduisent à n'être que des poissons rouges, c'est-à-dire à regarder l'abstention, le nez collé à la fenêtre. Alors que justement, seule l'approche marxiste, je suis désolé d'insister, qui est celle qui nous demande de regarder dans l'histoire passée pour comprendre le présent et se projeter dans l'avenir, peut permettre de prendre le recul nécessaire pour comprendre d'où ça vient. C'est pour ça que je fais ce recul historique. J'aurais pas cette approche marxiste entre guillemets, hein, parce que c'est difficile une fois de plus, il n'y a que Marx qui pourrait dire si je le suis ou pas, et ça va être difficile de le faire revenir, mais voilà, c'est ce recul. Donc les villages sédentaires, eh ben, tu as un début de complexification puisque on est en train de passer du nomadisme à la sédentarité. La sédentarité, pourquoi? Parce que l'homme commence à apprendre à maîtriser son environnement et découvre l'agriculture. L'agriculture, l'élevage. Donc ça va lui permettre de poser pied à terre, si je puis dire, en rapport au nomadisme, où il est toujours à cheval, et de commencer à constituer les premiers villages. C'est pas le début du capitalisme, ça? Non. Parce que, alors tu as un début de division sociale du travail. Tu vas avoir des agriculteurs, des cueilleurs, des chasseurs, mais la vie du village, il y a... Alors, observons. Il y a un début de politique dans ces villages-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le chef, comme il y avait le chef de tribu. Il n'est pas élu. Et là, on renvoie d'ailleurs une notion très forte en politique, c'est la force. Qui est chef à l'époque? C'est le plus fort. C'est celui qui tue son concurrent. Oui. Il y a une confrontation. Par la puissance, par la confrontation, voilà. Par la hiérarchie. Et donc, il devient le chef. Il se fait accompagner souvent d'un sorcier. Sorcier, ça va devenir la religion. Tu vois l'articulation? On l'oublie. Bon. Oui. Alors, il faut que je continue parce que on ne va pas pouvoir tout traiter. Je t'en prie, je t'en prie. On arrive aux premières villes. Les premières villes, c'est déjà un niveau de complexification sociale, sociétale supérieur. Une agglomération d'habitants supérieure. Tu as des outils techniques qui ont été peaufinés, qui permettent une agriculture un peu plus intensive. Donc une richesse plus importante. Un début de fiscalité, c'est-à-dire d'imposition de tous les gens pour faire fonctionner le pouvoir politique, le pouvoir qui décide au nom de tous. Et tu tombes, chose curieuse dans l'histoire, sur ce qu'on appelle les 10 commandements. Alors, les fameux 10 commandements. Les 10 commandements. Mais les 10 commandements, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la première constitution humaine. Retirons ces aspects religieux. Mais il est écrit, tu ne tueras point, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont les premières règles de vie sociale en commun écrite par l'humanité en marche. Ce que tu viens de dire, c'est que la religion est le début de la constitution humaine. Absolument, je suis d'accord. C'est magnifique. Mais non, mais c'est pas un problème. Marx analyse l'évolution des sociétés. Et là-dedans, la religion... À sa place. Regarde, quand tu regardes le film Au nom de la rose, ou Au nom de la rose, hein, tu vois à quel point les religieux ont été pendant des siècles au-delà, si tu veux, de leur croyance en Dieu, ils ont été les scripts de la connaissance historique de l'époque. Il y avait tant et tant de livres. C'était eux qui les écrivaient. Alors, ils les écrivaient en latin,
ce qui était un moyen d'empêcher le bas peuple d'accéder à la connaissance, nous sommes d'accord, mais il n'empêche qu'ils étaient dépositaires de l'écriture. Et que c'est sur ces écritures, même la Bible, on peut dire, c'est, si tu veux, les premières lois humaines pour la société de l'en commun. Mais tu prends la Bible, mais tu prends d'autres textes religieux que je connais beaucoup moins, et pour l'islam, j'ai plus le nom en tête de leur livre. Mais c'est la même chose, c'est l'équivalent. C'est arrivé après, ou c'est arrivé en même temps, parce que les histoires sont différentes et séparées du fait qui ne vivaient pas au même endroit. Mais c'est une évolution, quoi, c'est une évolution. Voilà, c'est une évolution. J'accélère parce que sinon, on ne va pas y arriver. Mais s'il faudrait y revenir, on y reviendra dans une prochaine émission, rassure-toi. Hein. La ville industrielle, tu vois, je saute des étapes, je te dis pas, mais la ville industrielle s'est dotée, après la destruction des corporations de 1791, s'est dotée, les ouvriers qui étaient exploités, se sont dotés du fait de leur révolte. La révolte est un acte politique, d'accord, par des textes qui ont permis de donner de nouveaux droits, ou en tout cas de limiter leur exploitation par le capital. Ça porte le nom de Code du travail. Le Code du travail est aux ouvriers, dans l'entreprise, ce que la Constitution est aux citoyens dans la ville. Vous voyez un peu l'articulation qu'on peut faire? Complètement, oui. On le voit très bien même, Fabrice. Et c'est un texte écrit. Bon, j'accélère. On passe de la ville industrielle à ce qu'on appelle aujourd'hui, ça vous le savez, la métropole. Mais la métropolisation, c'est la logique du profit financier partout. Et je suis tombé sur un texte, les 10 commandements du low cost. Eh bien, le low cost, c'est l'expression écrite, ou même parfois pas écrite, devenue orale, par smartphone interposé, des 10 commandements du capital, et qui explique ce qu'on appelle l'ubérisation sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une articulation entre complexification sociale, développement technologique des sociétés, ce que Marx appelle les forces productives, humaines et matérielles, et l'organisation politique. Et ça, ben, ça fait la politique. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, qu'on aborde le 19e, 20e siècle, quand il y a eu la Révolution, et 18e siècle, quand il y a eu la Révolution en 1789, le roi avait tous les pouvoirs. Bon. Et il décidait de tout. Et il n'avait aucun texte écrit. Je vous rappelle que ces décisions étaient signées par Cartel et Mon Bon Plaisir, et pas autre chose. Bon. Et il avait le pouvoir d'emprisonner, de décider de l'impôt, et ce n'était pas lui qui percevait l'impôt, c'était les fermiers généraux. Le fermier généraux joueront à l'époque le rôle des banques privées aujourd'hui à côté du président, puisque l'État, rappelons-le, est financé d'abord par les banques privées, et c'est les banques privées qui se récupèrent sur le peuple, par la notion de dette. Donc la Révolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle institue une constitution, pour la première fois, et avec une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reprend dans le format les 10 commandements. J'ai dit dans le format, je n'ai pas dit dans le nombre d'articles, encore que je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine d'articles dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la poursuite des 10 commandements. Ça te dit quels sont tes droits de citoyen pour vivre en commun. Et des droits, pas des devoirs. Parce que je connais quelqu'un qui a dit devoir, les droits après. Non, c'est parce que tu as des droits que tu pourras exercer tes devoirs. Et comme le roi ne veut pas de ce nouveau système, qu'est-ce qu'il fait? Il trahit, il va... d'un coup, il tente de fuir à Varennes. Il est rattrapé par qui vous savez, et il est guillotiné, et c'est la République qui apparaît. Il fallait décapiter le roi pour décapiter le système et avancer. Mais si on regarde bien, il y a eu, après la Révolution de 1789-1792, la Restauration, Louis XVIII, etc., etc. Il a fallu 3 autres révolutions. 1830, et la liberté guidant le peuple, 1848, et l'apparition du premier drapeau rouge, et la Commune de 1871, pour qu'enfin la République soit instituée comme système qui devait être indépassable. Je vous rappelle le comportement de la bourgeoisie dans les années 30,
préférant Hitler au Front populaire. Il a fallu une nouvelle révolution. Pourquoi je dis révolution? Parce que l'insurrection nationale de 1940, je dis nationale au sens de Valmy de 1792, puisque Valmy s'est gagné au cri de Vive la Nation, et donc la République, c'est faite par des libérateurs qui pour l'essentiel étaient communistes et qui portaient un projet qui s'appelait l'avenir en commun. Donc ce n'est pas simplement une révolution de libération contre le nazisme et le régime de Vichy, elle s'appuie sur un programme politique, et toute révolution s'appuie d'abord sur un programme politique qui s'appelait les Jours heureux. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai tenu à faire ce recul historique? Absolument, c'était important de décrypter, et après Voilà. ça suscite la curiosité derrière, Et évidemment. alors, c'est quoi l'abstention? En 1958, avec le général de Gaulle, qualités et défauts comprises, parce qu'il est arrivé dans une situation très particulière, très difficile, avec l'Algérie, la décolonisation. Enfin, vous voyez un peu mon père, hein, j'ai failli ne pas naître, puisque mon père a été conscrit et est parti en Algérie. Il était lieutenant et il a commandé des troupes pour faire y crapahuter, hein, comme on disait. Bon, il y a eu la Constitution de 58. Cette Constitution de 58, elle a été faite dans cette période trouble. En plus, à l'époque, vous étiez dans une France où il y avait 30% d'ouvriers, 20% d'ouvriers agricoles, hein, et le reste, c'était des services et des fonctionnaires. Bon, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. En 58, vous aviez un accord global qui faisait qu'il y avait une répartition des richesses produites en fonction des rapports de force obtenus par la classe ouvrière organisée. À l'époque, la CGT, c'était 5 millions d'adhérents. Aujourd'hui, c'est 600 000. Tu vois un peu le truc. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'abstention n'a cessé de se développer? C'est parce que, globalement, les gens, nos semblables, qui avaient le plus cru en la politique étant le moyen de changer la manière qu'on a de vivre, mais vers le progrès. Or, depuis 30 ans, est-ce qu'on assiste à du progrès? Non, c'est du déclin. Montée des précarités, montée du chômage, montée des pauvretés, etc., etc. Et donc, la participation est en chute libre depuis 30 ans. L'abstention au deuxième tour pour les législatives, en 2007, est montée jusqu'à 24,8%, alors qu'elle n'était que de 12,6% en 1974. L'abstention à quelle élection? Législative. Législative. L'abstention au premier tour des régionales, 2010, 53,7%, 2015, 50,1%, 2021, 66,1%. Je rappelle quand même un article de notre Constitution, c'est-à-dire qui définit nos droits et la manière d'organiser nos décisions politiques, qui stipule que la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune section du peuple ou portion du peuple ne peut s'en approprier l'exercice. Quand vous avez que 33% des gens qui ont voté, est-ce que ce n'est pas une section du peuple? Et est-ce qu'il ne faudrait pas rappeler la phrase de Robespierre qui consiste à dire que lorsque le pouvoir ne respecte pas la souveraineté du peuple, l'insurrection est le premier et le devoir de tous les citoyens. Les élections communales, c'est encore pire. C'est encore pire, puisque, si tu veux, la commune, je l'ai déjà dit, mais je vais C'est un peu le déclin pour toi. Quand tu évoques les élections communales, tu estimes que c'est le déclenchement de l'abstention. Enfin, c'est un moment peut-être phare, en tout cas, et charnière. Oui, parce que sans le dire, Macron a remis en cause le fondement et la base de la démocratie en France. Le fondement et la base de la démocratie en France, c'est la commune. Pourquoi? Si tu sors ta carte d'électeur, tu ne peux pas voter n'importe où en France, alors que tu es considéré comme citoyen français. Ta carte d'électeur te rattache à un bureau de vote qui lui-même est rattaché à une commune. C'est donc la commune qui définit la citoyenneté. Ce n'est pas autre chose que la commune. Or, en remettant en cause le pouvoir des communes par la suppression de la taxe d'habitation, qui fait disparaître, si tu veux, le lien entre fiscalité et réponse politique aux besoins communs, la commune, en diminuant la fiscalité sur les entreprises, qui est quand même nécessaire, puisque c'est quand même une contribution normale de ceux qui profitent des terres, du terrain, des atouts des habitants pour exploiter et s'enrichir. Donc, troisième point, en mettant en place les métropoles, qui sont des fusions au forceps
donc des viols. Et en faisant en sorte que toutes les compétences des communes soient transférées aux métropoles, mais tu fais disparaître la citoyenneté qui s'exprime par l'intermédiaire de la commune. Et donc, de fait, comment peut-on s'étonner aujourd'hui, avec ces deux aspects qui font que la politique n'arrive plus à changer la vie des gens, et qu'au niveau local, le maire ne peut plus répondre à tes besoins immédiats, locaux, de proximité et immédiats? Comment s'étonner qu'il y ait une expression à la fois d'abstention, c'est-à-dire de remise en cause, et en même temps de violence vis-à-vis des élus? À quoi sert-il que je vote puisque ces élus ne sont pas en mesure de changer ma vie? Voilà quelle est la nature profonde du message politique de l'abstention. Et observe que pour les européennes, on passe de 39% d'abstention en 79 à 57%. Alors que l'Europe, c'est l'institution actuelle qui est dépositaire de l'essentiel des pouvoirs. Tous les pouvoirs économiques, fiscaux ont été transférés à l'Europe. Toute la réglementation est transférée à l'Europe. Les droits, y compris, sont transférés à l'Europe. Donc, comment l'Europe peut-elle décider, soi-disant au nom des peuples, alors que 60% des gens ne votent pas pour ses députés? C'est une privation de liberté et de souveraineté. Si on rentre dans les statistiques sur... J'ai encore le temps Il nous reste 8 minutes et on va en profiter. C'est bon. Peut-être que tu nous laisseras quelques minutes pour pouvoir qu'on puisse justement échanger avec toi et avoir ton avis Mais sur... si tu as des questions à me poser. C'est déjà le cas depuis le début. Juste un truc sur l'Europe. Tu dis que c'est l'Europe qui décide de tout. Ok, elle donne des directives, mais c'est quand même les gouvernements de chaque pays qui les appliquent ou ne les appliquent pas. C'est très bonne remarque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et c'est plutôt étonnant de la part de Christian d'avoir des bonnes remarques. Donc non, il faut le souligner. Non, je plaisante. On est sur Radio Galère, il faut être précis et vrai. Je plaisante. Oui, tu as raison, ta question est très bonne. Tu peux faire croire aux auditeurs que l'Europe commande tout, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Alors, tu as raison, mais c'est plus complexe et plus masqué. C'est masqué, en fait. Alors, dans la réalité des institutions européennes, mais il faudrait faire une émission spéciale sur l'Europe. Bon. Mais on la fera vite. Je vais le faire vite. Dans la réalité, ce sont les présidents des pays qui participent tous dans la conférence des présidents aux décisions qui seront par la suite mises en œuvre par le Conseil européen, c'est-à-dire les fameux fonctionnaires plus ou moins statutaires du marché qui sont décidés sans le peuple. Et c'est eux qui décident par la suite des directives. Donc ce sont en effet des directives européennes, donc on a l'impression que c'est l'Europe, mais Macron a participé en tant que président à toutes les décisions. Et donc là-dessus, tu as raison. C'est parce que Macron est d'accord sur les logiques européennes du tout marché qu'on est dans une situation détestable vis-à-vis de l'Europe. D'accord, ça se ferait pas. On est bien voilà. D'accord. Okay. Alors, j'arrive sur... on va essayer de centrer sur quelques statistiques importantes. L'abstention est la même que l'on soit en campagne ou en ville. Oui, et ça pour autant, c'était parfois pas souvent le cas, ou en tout cas mal interprété, en disant mais non, mais le rural ou la ville, c'est différent. Alors, observons cependant que ce sont quand même dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants que l'abstention est la plus élevée, 59%. Donc on voit bien qu'à force d'agglomérer des populations sur elles-mêmes dans des logiques métropolitaines, ça détruit le politique, puisque ça détruit le rapport de la proximité du quotidien à la transformation de la vie des gens eux-mêmes. Oui, et un mot sur l'âge aussi, Fabrice. Alors, c'est toujours la même chose, les jeunes, malheureusement, votent moins. Voilà. Les 18-34 ans. Les 18-24 ans s'abstiennent à 74%. Oui, exact. Et alors, je t'ai mis à côté le graphique parce que c'est là où il faut faire la correspondance. Où se trouve le taux de chômage le plus élevé? Les jeunes, de 18 à 24 ans, et qui ne cessent de développer, passant de 5% en 1975 à plus de 25% aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as un jeune sur 4, et encore, c'est une moyenne. Puisque si tu vas, et tu pourras interpeller mes amis camarades de la France Insoumise tout à l'heure. Qui travaillent dans les quartiers populaires. Voilà, tu leur diras dans les quartiers de Marseille, ça monte à 40%. Donc, je veux dire, t'imagines qu'en plus, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 1791, la Constitution
qui avait été adopté, a introduit ce qu'on appelle le suffrage censitaire. C'est-à-dire sur une population de 29 millions d'habitants, il y avait grosso modo que 800 000 habitants qui votaient. Bon. Et pas les femmes. Et pas les femmes, bien sûr. Du temps, Oui, 45. Mais aujourd'hui, c'est ça que tu retrouves. Tu retrouves une certaine forme de suffrage censitaire. Puisqu'en fait, ce sont ceux qui sont les plus éloignés des salaires les plus élevés qui s'abstiennent. Et d'ailleurs, les cadres ne s'abstiennent qu'à 50%, les professions intermédiaires à 63%, les employés à 65%, les ouvriers à 69%. Et les retraités, qui sont ceux qui ont profité du système d'avant, ne s'abstiennent qu'à 40%. T'imagines qu'alors que la politique, c'est l'objectif de se projeter vers l'avenir, ce sont les retraités qui sont le passé d'une société qui votent le plus. Donc, si on n'arrive pas à aller, si tu veux, parler aux jeunes pour leur dire que ce qui se passe est dangereux pour leur propre vie, vu les logiques de précarité, flexibilité, mobilité, etc., compétitivité, eh ben, la gravité, c'est que on continue le système tel qu'il est. Et ça va être pire que pire. Hein, la faiblesse des revenus, moins 2250 €, 66% d'abstention. Donc on est bien dans une logique de retour au suffrage censitaire. 1250 à 2000 €, 60%. Et plus de 3000 €, seulement 50%. Donc on voit bien que la participation est profondément liée à la question du revenu. Bon, on va terminer, parce que comme ça on pourra peut-être échanger. Je veux à tout prix dire que l'abstention, c'est un signal politique. C'est un signal politique envoyé au système politique lui-même. L'abstention, c'est le dernier message avant la révolution. C'est ça la signification profonde. Et pour dire ça, j'avais mis une image avec le Mont Saint-Michel et son reflet. L'abstention, c'est la question des apparences. Le fond, qui est en soubassement, qui pour l'instant est souterrain, qu'on ne voit pas. Même les révoltes gilets jaunes se sont arrêtées. Il n'y a pas de manifestation massive, il n'y a pas de blocage massif, il n'y a pas de grève massive aujourd'hui. Mais ce qui travaille en profondeur la société, c'est la question de la révolution. Et que donc 2022, eh ben, il y a deux solutions. Soit on continue comme avant, et c'est pire tout pire, pour reprendre une expression numérique, ou alors on arrive à voter pour un programme qui permette de reconstruire de l'avenir pour l'avenir, et pour tout le monde, et pas simplement pour une toute petite minorité d'individus. Je pense qu'il faut bien comprendre que l'abstention est un message d'alerte. Au-delà de cette limite, il n'y a plus de possibilité de régler démocratiquement les problèmes. La révolution arrivera, qu'on le veuille ou pas. Voilà qu'elle dit. Juste une question, justement. L'abstention, si c'est pas dû à la forme dont prend Enfin, par exemple, on va parler de nouvelle constitution. On n'a pas de constitution. Je sais que, par exemple, il y a des partis qui veulent changer la constitution, on est bien d'accord? Un seul. Un seul. C'est la France insoumise. Est-ce que ça ne tient pas aussi à cela? C'est que finalement, on donne trop de pouvoir disons, à ce président, par exemple, à ceux qui nous gouvernent, et que finalement, ceux qui sont en bas, ils se disent, bon, finalement, quoi qu'on dise, quoi que je fasse, quoi que je vote, ça ne sera pas pris en compte, parce que c'est lui, comme on revient au roi, comme tu l'as dit, qui décide, c'est mon bon plaisir. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un des facteurs de l'abstention? Ah si, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que... Enfin, t'imagines qu'au moment de la Constitution de 58, seuls 20% d'une génération avait le bac. Aujourd'hui, c'est 80% d'une génération qui a le niveau bac. Tu as eu une complexification sociale, complexification technologique. Contrairement à ce qu'on dit, le bac, il n'a pas baissé de niveau. Il a changé de nature. Auparavant, tu étais interrogé sur 5 matières. Aujourd'hui, tu es interrogé sur 10 matières. Alors, il est sûr que les jeunes aujourd'hui font plus de fautes que nous. Mais à côté de ça, ils font moins de fautes numériques que toi. Ça, je te le dis. Hein. Et ils vont plus vite sur la question du numérique. Donc, si tu veux, on ne peut pas tout demander aux jeunes. D'ailleurs, je dis,
la Sixième République, elle est indispensable pour refonder toutes les règles de droit qu'on se reconnaît entre nous et pour réorganiser les pouvoirs en vue de faire en sorte de rendre le pouvoir à la société, c'est-à-dire aux citoyens associés. Parce que la société, c'est pas autre chose que les citoyens mis en commun et capables de réfléchir, discuter et adopter des réglementations communes. Comment on est capable, on est une bande de 10 amis, on veut aller au cinéma, on est capable de discuter pour savoir quel film on va voir. Et on prend une délibération commune. Et bien c'est simplement ça qu'il faut être en mesure de construire, et en plus en utilisant les outils modernes actuels, à l'échelle d'une ville, d'une cité, d'une commune et d'une société. Une autre question, justement, on parle d'abstention, donc on parle de vote. On a vu la primaire populaire, ils ont changé le système de vote sur d'autres bases, qui est assez intéressant à mon avis, de la façon dont c'est fait. Je voudrais que tu fasses un petit éclairage là-dessus. Qu'est-ce que tu donnes ton avis, la façon de voter, de cette façon de voter sur, en quelque sorte, des appréciations par rapport à un oui, un non. Est-ce que ça peut changer les choses? Écoute, moi... En plus, c'est très scientifique, donc je m'adresse aussi aux scientifiques. Ouais. Non, d'abord, disons les choses de manière claire. La primaire populaire, elle n'a qu'un seul objectif, je vais être clair, c'est d'empêcher Mélenchon d'être candidat et d'arriver au deuxième tour. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas contourner. Voilà qui est dit. Moi, je te parle juste oui, de le système j'ai compris. Mais parce que si tu veux, il en découle ça. C'est-à-dire, comme Jean-Luc Mélenchon est présenté comme clivant, c'est le programme qui est clivant, pas lui. Il est présenté, puis il est vécu peut-être aussi, attention. Aïe, aïe, aïe. 2 minutes. Qui sont présents et qui vont attaquer dans 3 minutes. Non, on doit conclure, je suis vraiment désolé. Je vous laisse le dernier mot en 10 secondes, s'il vous plaît. Sur ce système, on l'abordera la prochaine fois. Avec grand plaisir. Par contre, je veux dire une chose. Ce que je vous propose pour la prochaine émission, c'est que je fasse une comparaison économique des différents programmes politiques. Parfait, impeccable. Et en avril, je ferai si j'étais président. Mais tu seras président. Mais tu seras président. Merci Dany Bruet, merci Fabrice Aubert, c'est toujours un plaisir, un éclairage, on apprend beaucoup de choses. On a eu des réactions, donc on est ravis. Et évidemment, Economicus Decomunicus, vous pourrez même l'écouter prochainement sur la chaîne YouTube des Déconomistes. Je vous invite à l'écouter. Pause musicale et donc la France Insoumise qui rentre pour parler. On continue avec la France Insoumise.